La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la fermeture du marché de Kassoala au nord du Bénin dans le département de la Donga. Le préfet de la région y était pour constater l'effectivité de la mesure, une décision qui intervient dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Abdou Sabi Idrissou nous fera le point dès le début de ce journal. Et puis, les soutiens au gouvernement pour une riposte contre le Covid-19 se multiplient et s'enchaînent au ministère de la Santé. La Caisse nationale de sécurité sociale et Sony Bank Bénin se sont manifestés ce matin. Plusieurs millions de francs CFA ont été décaissés par les deux parties pour accompagner la CAME dans l'acquisition des équipements et des matériels médicaux. En titre également, MTN Bénin passe à la phase de sensibilisation des populations sur les gestes barrières contre le coronavirus. Le réseau de téléphonie mobile a lancé ce matin 8 minibus équipés de matériel de sonorisation. Ceux-ci diffusent dans les rues de Cotonou et d'autres villes des messages pointus de règles d'hygiène élémentaires contre le mal. Tout ceci dans plusieurs langues locales, nous dira Clément Achadé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On démarre par cette rigidité du préfet de la Donga qui entend mettre les populations de son territoire à l'abri du coronavirus. Il a d'ailleurs pris un arrêté qui interdit l'ouverture et l'animation du marché de Kassoala dans le nord du pays à quelques encablures du voisin togolais. Mardi dernier donc, le préfet Eliasson Biao est allé constater en personne la mise en pratique de la décision et il est reparti satisfait. C'est du moins ce que nous apprennent nos reporters Abdou Sabi Idrissou et Abdou Rafou Yaya. Les portes de l'entrée principale du marché Kassoa, hermétiquement fermées. À l'intérieur, aucun usager venu animer le marché ce mardi 14 avril 2020. Les hangars sont déserts et le parking des véhicules dépeuplé. Les activités commerciales sont donc paralysées. Accompagné d'un fort détachement des éléments de la police républicaine, l'autorité départementale est allée constater de visu la mise en application effective de l'arrêté préfectoral suspendant jusqu'à nouvel ordre l'animation des marchés situés dans les localités de la zone frontalière avec le Togo. Ici, Biao Suleiman Aïné a pu constater avec satisfaction que les instructions données pour accompagner les efforts de l'État central dans sa lutte contre le Covid-19 sont suivies à la lettre. Mon constat est que le marché est vide. Donc, la conséquence que la mesure est suivie, c'est mise en application. Et je crois que ça ne va pas durer parce que nous avons foi que le coronavirus sera vaincu une fois que sa propagation sera limitée. À défaut de se rendre dans ce lieu d'échange commerciaux, certains commerçants ont transformé leurs maisons en des marchés circonstanciels. Une situation que déplore l'autorité communale. Ce matin, quand nous étions arrivés, ce que nous avons fait, on a passé de maison en maison. Là où les bonnes dames du Togo arrivent, on est rentré dedans. On a dit, désormais, on ne s'en prend pas aux dames, mais c'est aux maisonniers, ceux qui leur ont donné les magasins, puisqu'on a trouvé que c'était des îlots de marché. Donc on leur a dit niet. On a aussi constaté que les Togolais ils prennent souvent par les voies de contournement. Donc comme nous sommes en saison sèche, c'est une véritable chasse à l'homme que nous menons. Et nous sommes obligés de déployer les éléments même dans les champs pour les repousser. Donc aujourd'hui, jour du marché, vous allez constater qu'avec l'appui du maire, le marché a été fermé. Outre donc cette fermeture de ce lieu de transaction, la distanciation dans les transports en commun est désormais obligatoire et les contrevenants doivent subir la rigueur de la loi. J'ai constaté aussi que le respect de la mesure au niveau des transports en commun de passagers est respecté. Ceux qui contreviennent, ils sont pris et puis on leur fait la procédure, ils sont présentés au procureur. Sur l'axe routier Djougouaké, les véhicules de transport en commun se font déjà rares. Dans le rang des usagers, c'est la désolation totale. Vraiment, c'est difficile. Parce que moi, je fais Djougou Parakou. Quand ils sont venus au marché, ils m'ont dit que le marché est fermé. Vraiment, on doit prier le gouvernement et le préfet de la Donga pour que
il peut nous aider, sinon le marché là, si c'est fermé, donc c'est pas bon. J'ai regretté même de venir dans le marché, tu vois. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le marché, donc ça fait que bon, on est tous découragés. Bien avant sa descente sur le marché, le préfet de la Donga s'est rendu sur la carrière de l'entreprise Ebomaf à Saint-Mérin. Objectif, rassurer les populations de cette localité, devenues désormais méfiantes à cette entreprise qui a enregistré en son sein un agent testé positif au Covid-19. Malgré les mesures prises par les autorités à travers le cordon sanitaire pour freiner la propagation du virus, les conducteurs de véhicules de transport ne tarissent pas d'ingéniosité pour contourner les barrières, mais c'est sans compter avec la vigilance des forces de défense et de sécurité qui très vite ont multiplié les équipes pour stopper leur avancée. Dans les localités de Tofo et de Tokpa-Domé, dans le département de l'Atlantique, une de nos équipes est allée partager le casse-tête des éléments de sécurité déployés sur le terrain. Report. Nous sommes ici, aucun véhicule ne peut passer et tout autour de nous, on voit des véhicules qui sont stationnés, des chauffeurs et des passagers qui ont été surpris, qui devraient se rendre dans le zoo. Maintenant, moi je suis passé hier, je me retrouve maintenant, mon véhicule est vide. Mais on m'a dit que je ne vais pas passer, que je ne vais pas passer. J'ai laissé les enfants à la maison, ma femme à la maison depuis hier. Je vais manger quoi? J'aurais appris aussi que devant là-bas aussi, ils ont aussi bloqué la voie là-bas. Et dans la brousse quelque part là, avant d'arriver sur le carrefour de Massy là, il y a aussi les agents là-bas. J'ai dépensé maintenant 2500 maintenant pour le ZEM. J'ai pris par cette voie pour chercher les moyens, je n'ai pas trouvé. J'ai aussi pris par autre voie pour chercher, je n'ai pas trouvé. En réalité, ce chauffeur rencontré au niveau de cette barrière mise en place ici, dans la localité de Sekoué, la partie nord du département de l'Atlantique, fait économie de vérité. Ces explications nous amènent sur la piste des voies de contournement auparavant empruntées et qui s'enfoncent dans la brousse. Et nous voici ici dans la commune de Tofo sur ce sentier et d'autres, très tôt bouclés par une équipe mixte de policiers et de militaires. Nous sommes dans toutes les localités de la commune. Nous sommes partout où la barrière est posée pour sensibiliser, pour surveiller les gens qui fraudent, les gens qui préparent des issues. Nous essayons de boucher les issues de jour en jour. Parce que de Tofo à Lada, il y a trop d'issues. On n'arrive pas à les contrôler. Il y a beaucoup de résistance. Le dispositif a l'air d'entraver les travaux champêtres d'honnêtes habitants de la localité de Tofo ayant leur terre dans les environs de cette gare. Les autorités communales ont tout fait de mener alors des démarches vers les forces de sécurité. Et ceux officiellement identifiés comme autochtones vaquent librement à leurs occupations. Nous, les autorités, on est descendus, on est venu rencontrer, et nous on est venu rencontrer les responsables, on leur a dit d'autoriser au moins les paysans à aller au champ parce que au moins ça là, il faut quand même autoriser ça. C'est le champ pour la commune de Tofo. Au nord et au sud-ouest de ce cordon, d'autres chemins existent comme ici à Tokpa-Domé, où le lac Aimé sépare la commune de Kpamassé de la localité de Kossotoumé, commune de Bopa, où brille de l'autre côté l'usine de la Société béninoise de brasserie. Ce chemin fluvial est donc sous contrôle des forces de sécurité et de défense qui y font des rondes régulières en collaboration avec la population. Ceci pour empêcher le moindre passage. Les policiers et les militaires viennent souvent parer ici. Ceux qui se rendent de l'autre côté, ce sont les habitants d'ici. Quelqu'un venant d'ailleurs ne pourra passer et nous signalons automatiquement tout passage aux forces de sécurité qui viennent le chercher pour subir des tests à l'hôpital. Personne ne franchit clandestinement ce lac. À Gbanto, frontière entre l'Atlantique et le département du Mono, où la nuit nous surprend, le bouclage est tout aussi impressionnant. Pas d'entrée ni de sortie du cordon sanitaire, sauf pour les véhicules transportant des marchandises et des produits. Des mesures appréciées par nombre d'acteurs. Si les pays qui nous entourent ont fermé leurs frontières, il fallait simplement mettre en place un cordon sanitaire. C'est-à-dire les endroits où le risque est grand, on met un cordon sanitaire pour, n'est-ce pas, contenir
les velléités donc de cette pandémie qui fait aujourd'hui, qui défraie la chronique. Et donc pour moi, c'est de très bonnes mesures et des mesures bien pensées. Il ne suffit pas de dire il faut aller au confinement pour confinement. Non, le chef de l'État avec son équipe, ils ont bien réfléchi sur la question et ils ont sorti des décisions fortes qui retiennent aujourd'hui l'attention. La protection des villes et localités les moins concernées par le Covid-19, la sensibilisation sont parmi tant d'autres motifs qui ont amené le gouvernement à instaurer le cordon. Dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, le gouvernement reçoit des soutiens financiers et matériels. La Caisse nationale de sécurité sociale a offert une somme de 200 millions de francs CFA à la CAME pour acquisition des équipements et matériels de protection contre la pandémie. Pour sa part, Sony Bank Bénin accompagne le gouvernement dans ses efforts avec une somme de 15 millions de francs CFA. La remise de ces dons a eu lieu ce jeudi au ministère de la Santé en présence des représentants des ministres de la Santé et de l'Économie et des Finances. Reportage. 200 millions de francs CFA mis à la disposition de la centrale d'achat des médicaments essentiels pour acquisition de matériel sanitaire. C'est la contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les équipements et matériels de protection acquis ont été symboliquement remis au ministère de la Santé ce jeudi. La Caisse nationale de sécurité sociale appréhende la COVID-19 comme un risque social, un événement qui menace la santé des travailleurs salariés, celle de leurs conjoints et enfants, mais aussi un événement qui menace leurs revenus professionnels. Par conséquent, elle ne peut rester en marge de la stratégie définie et mise en œuvre par le gouvernement de notre pays pour contrer cette pandémie. Il m'est particulièrement agréable de représenter le ministre de l'Économie et des Finances à la cérémonie qui sanctionne la mise à disposition d'intrants nécessaires à la lutte contre la COVID-19. À cette occasion, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, je voudrais féliciter le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et son président, et tous les acteurs qui ont pu travailler dans l'ombre pour que la cérémonie de ce matin ait lieu. À travers ce don, la Caisse nationale de sécurité sociale, organisme de prévoyance sociale, répond ainsi à l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le gouvernement. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé apprécie la démarche et surtout la portée de ce geste. Donc je voudrais encore une fois vous rassurer que ce matériel qui est livré déjà à notre possession, on en fera bon usage. Et que ces matériels vont vraiment aider à la riposte nationale qui est actuellement en cours. Votre geste est déjà pour nous un pas qui est fait aujourd'hui, mais voir d'autres partenaires vous accompagner à la suite pour nous serait encore mieux, parce que le défi est vraiment assez important et les gaps financiers sont encore là. À la suite de la Caisse nationale de sécurité sociale, Sony Bank Bénin a elle aussi manifesté son élan de solidarité. Un chèque de 15 millions de francs CFA a été remis au ministère de la Santé pour renforcer et appuyer le gouvernement dans ses efforts de riposte contre la pandémie de coronavirus. D'autres structures étatiques comme privées sont invitées à faire de même pour permettre au Bénin de venir à bout de ce mal planétaire. Reportage signé Idrissou Boukari et Eder Hunkpevi. Plusieurs autres structures privées sont allées apporter leur soutien au ministère de la Santé. Elles ont été reçues par le directeur de cabinet du ministre Pétassa Ako Beto. Les détails dans ce reportage signé Ali Moumouni et Moufidi Saboua. Dans cette vague de donateurs solidaires à l'action du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19, la communauté libanaise au Bénin, qui n'entend pas rester en marge. Pour sa contribution, elle fait un don de 50 millions de francs CFA. Le chèque est apporté au ministère de la Santé par une délégation conduite par le consul honoraire du Liban. Vous savez très bien que la communauté libanaise aujourd'hui au Bénin
compte environ 2000 personnes. Ils se sont chez eux. Ce qui est normal d'assister le gouvernement béninois pour sa lutte contre ce virus mondial. Les mesures qui étaient prises au Bénin, c'était une très bonne initiative. Les confinements dès le départ, tous les étrangers, toutes les personnes qui viennent de l'étranger, qui les a mis en quarantaine, je pense que c'est la meilleure initiative qu'aucun pays a déjà fait quand il a commencé. À la suite de la communauté libanaise au Bénin, des entreprises privées se sont manifestées. D'abord, Shaftelsal, avec une douzaine de postes téléviseurs 32 pouces pour accompagner le corps médical. Ensuite, l'industrie laitière et de boissons du Bénin, ILBB, qui apporte 500 bidons d'eau Comtesse de 10 litres. En effet, l'eau, c'est la vie. Notre souci est de mettre à la disposition des agents de santé qui opèrent dans les centres de prise en charge de Covid-19, mettre à leur disposition de l'eau minérale de très bonne qualité, l'eau de consommation nécessaire dans cette période où la propreté et l'utilisation de l'eau sont de mise. Nous sommes là vraiment ce matin pour appuyer le ministère de la Santé avec ce modeste geste. Ce sont des gestes qui viennent en réponse à l'appel du gouvernement. Tous ces dons sont reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement du Bénin, vous remercier pour avoir répondu présent à cet appel du gouvernement pour faire face à cette pandémie. Il faut préciser qu'une autre communauté résidente au Bénin, en dehors de celle libanaise, a aussi apporté son soutien au gouvernement béninois. Mais celle-ci a préféré garder l'anonymat. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin est entré dans la danse des nombreuses structures qui ont pris au sérieux le danger que constitue le coronavirus. MTN Bénin a choisi l'option de la sensibilisation, laquelle consiste à rappeler aux populations les gestes barrières. 8 minibus équipés de matériel de sonorisation ont été déployés dans Cotonou et dans d'autres villes pour cet exercice. Le top de cette campagne de sensibilisation a été donné ce jeudi matin. Clément Achadé et Rachid Soubir. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin joue sa partition dans la lutte contre la Covid-19. Pour renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures barrières, la multinationale met dans les grandes villes du pays ses minibus équipés de matériel de sonorisation. Objectif, faire passer des messages dans les langues les plus parlées. Alors, MTN a voulu passer à une phase de sensibilisation. Nous avons mis, en l'occurrence, 8 vannes, ce que vous voyez derrière moi là, 8 minibus, que nous avons déployés dans 10 villes du pays, d'accord, qui vont sensibiliser contre les gestes barrières. D'accord, donc l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser toute la population sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de contacter ce vilain virus. À travers cette action, MTN Bénin entend protéger sa clientèle que sont les populations et accompagner le gouvernement qui fait des efforts grâce à ces mesures de riposte. Pour atteindre ces objectifs, les bus font le tour de la ville en passant par des lieux stratégiques. Et sur place, la cible perçoit déjà les effets de la sensibilisation. Ce que MTN a mis en place comme stratégie de communication et de sensibilisation est une bonne chose parce que la nouvelle maladie qu'on appelle coronavirus est très dangereuse. Or, malheureusement, certains ne sont pas toujours conscients du mal. Nous sommes présents aussi bien à Cotonou, à Calavi, à Ouida, à Glazoué, à Dassa, à Parakou, à Boïkan et pour sensibiliser la plus grande masse. Parce qu'une des devises chez nous à MTN, c'est être bien ensemble. Et pour être bien ensemble, il faudrait qu'on soit en bonne santé, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que MTN a souhaité mettre ces vannes-là à disposition des populations pour appuyer également le gouvernement. C'est une sensibilisation audio où les bus sont garés à des carrefours stratégiques, d'accord? Que ce soit à Tokpa, que ce soit les grands carrefours très fréquentés.
Et l'objectif pour nous, c'est de passer la communication. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin répète cette action de communication et de sensibilisation dans les autres villes du pays. La stratégie de la multinationale pour protéger ses abonnés et autres contre l'invisible et redoutable ennemi, le coronavirus. Le sujet des élections communales et municipales maintenues pour le 17 mai prochain a fait objet d'échanges dans le forum de discussion ce jeudi sur l'émission Actu Matin. Invité à cet exercice, Joël Ataï Guédégbé, spécialiste des questions électorales. L'homme a évoqué quelques défis à relever par la Sénat, surtout dans le contexte de la crise sanitaire. Joël Ataï Guédégbé a également abordé la question liée à la campagne électorale, essentiellement médiatique cette année. Je vous propose ici un extrait de son intervention. C'était donc ce matin. Les dispositions actuelles disent qu'on serait à plus de 10 ensemble quelque part. Et bon, donc on aura des fils de 10 mètres de long au minimum. Et dans une cour d'école, ça va commencer à coincer. Et puis ceux qui auraient fait le déplacement et auxquels on demanderait de rester, ben, ça va créer un autre attroupement. Et ça va créer des incompréhensions. On n'a déjà pas assez de force de l'ordre. Il va falloir en déployer simultanément dans tout le pays, le même jour, au même instant. C'est un gros défi logistique. Donc, même si le matériel, on en dispose, même si le personnel supplémentaire, la Sénat pourrait le recruter, il y a le comportement des électeurs et c'est pas gagné. Et, vous voyez, les partis politiques, par exemple, n'ont pas été amenés à travailler sur le logiciel d'enregistrement des candidatures. Normalement, il faut des répétitions dans un processus électoral, dans la préparation. Mais on n'aura pas ça. Dans la formation des agents électoraux, qui sont au moins 45 000, la Sénat n'a jamais distingué. Tout en respectant les mesures de prévention. On ne va pas. Déjà, en temps normal, la Sénat avait du mal à former moins de 50 personnes à la fois. C'est ce qui est indiqué pédagogiquement. Avant, c'est des classes de 200 apprenants. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va avoir plusieurs séances? C'est ça les défis logistiques. C'est vrai, on a moins de partis en jeu. Et ça, c'est une chance. Mais il faut imaginer un format qui permette d'expliciter l'offre électorale, que l'électeur qui reste à la maison, il trouve son compte. Les radios de proximité étaient plus ou moins tenues hors de la campagne médiatique avant. Donc il faut les réintégrer, les former davantage aux exigences déontologiques en temps de campagne, en temps d'élection. Donc la HAC, même en temps normal, avait déjà du mal à faire ce travail-là. Donc elle en rajoute et il faut maintenant de la créativité pour avoir des débats dignes de ce nom-là. Ça pourrait être le petit plus que la HAC amènerait. Et imaginez créer des débats thématiques où les uns et les autres en arrivent à nous situer sur ce qu'ils proposent pour le développement local chez eux. Et il est dommage qu'on force un peu les choses. On a quelques mois pour mieux maîtriser la pandémie du corona. On est manifestement sur la bonne voie au Bénin, mais il faut consolider. Et tout ça, chacun sait que la levée du confinement ou des mesures peut créer un autre pic. Enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais faisons les choses une par une. Ça, c'est venu s'imposer à nous. Voilà, sur les listes de candidatures des différents partis politiques qui prendront part aux prochaines élections communales et municipales, on compte aussi bien des hommes que des femmes. On s'intéresse à travers cet élément à la candidature des femmes en politique force l'admiration, surtout quand elles s'appliquent à la tâche. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes d'entre elles. Elles sont des femmes leaders dans la communauté et entendent donner le meilleur d'elles-mêmes. On parle de leur positionnement sur les listes et comment elles entendent œuvrer pour savourer la victoire à la fin du processus. C'est un élément signé Zakiat Latundi et Eder Moupevi. Françoise Béanzin, Rosalie Alagbe, Julie Pedro, Edmond Fonton, des femmes au parcours différents. Elles ont en commun une passion, la politique. Nous sommes donc avec des femmes politiques soucieuses de mettre leur savoir-faire au service de leur communauté. La femme leader se remarque d'abord dans son parti, surtout par son dévouement et son militantisme et surtout ses actions sur le terrain. C'était
un souci majeur pour moi que la femme ait sa place dans la société, que la femme contribue au développement de son pays. La femme leader est une femme battante qui draine beaucoup de monde. Et parce qu'elle draine du monde derrière elle, les partis politiques auxquels elles appartiennent les ont positionnées comme candidates aux prochaines élections communales et municipales. Elles ont le mérite d'être en lice et c'est tout un challenge. C'est la détermination et le travail sur le terrain qui m'a valu ce positionnement. Sur 5 titulaires, je suis 3e. Alors, si on fait un maximum de travail, je pense que je pourrais être élue et faire partie du conseil communal prochain de Abomey-Calavi. La question du positionnement se décide au sein des partis politiques au plus haut niveau. Quel que soit le sexe du militant, il y a des conditions à remplir pour se retrouver en lice, voire en bonne place. Et en la matière, chaque parti a ses dispositions internes. Notre problème n'est pas en fait une guerre. Nous positionnons coûte que coûte la jeunesse à tel endroit, les femmes à tel autre. Non, c'est une vision globale pour l'Union progressiste de construire un pays. Que la qualité soit jeune, nous l'utiliserons. Qu'elle soit au féminin, nous allons l'utiliser. Qu'elle soit au niveau des personnes d'un certain âge, nous allons l'utiliser. Suivant nos dispositions statutaires, nous essayons de faire en sorte que nous respections ce que nous avons écrit dans nos statuts, à savoir 30% de parts réservées aux femmes, 30% de parts réservées aux jeunes. Pour ces femmes que nous avons rencontrées, l'heure est maintenant à la mobilisation des électeurs à la base. Il faut redoubler d'ardeur au travail pour un résultat satisfaisant à la fin du processus. Je suis déjà dans le social et c'est ça mon rôle. Et je dois continuer dans ce sens-là, pour œuvrer dans ce sens-là. Et j'invite toutes les autres femmes candidates, leaders, d'œuvrer dans ce sens-là, parce que c'est ça qui fait bondir beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de chances pour les femmes bien positionnées, surtout les femmes qui sont à la tête des listes, là, vraiment, il y a une chance, ils sont partis. Mais il faut tout faire. Il ne faut pas dire que je suis à la tête de liste et aller s'asseoir. Il faut tout faire pour remporter beaucoup de conseillers. Nous devons encore plus travailler. Nous avons déjà la confiance des électeurs. Et il nous suffirait juste de rester avec eux, encore soudés ces derniers temps. Comme à chaque échéance électorale, les femmes cette fois-ci encore ne sont pas du reste. Elles sont aussi en lice et n'entendent pas se faire conter l'histoire, mais faire partie de l'histoire, mieux en être des auteurs. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin sur Actu Matin pour feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.